L'actualité à la une ce soir, le syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche dénonce l'ouverture de son concours professionnel aux instituteurs certifiés. Il condamne ce qu'il appelle les nominations abusives dans les emplois de son corps, les responsabilités face à la presse. Une plage au cœur du Sahel, elle côtoie le barrage de Yakuta 12 Kuduri. Depuis 2012, le barrage est inscrit sur la liste des sites touristiques hydriques du pays. Un tour sur place dans ce journal. Les Béninois seront aux urnes demain pour élire le président de la République. L'organisation tergiverse toujours avec des cartes non encore distribuées, mais les organisateurs rassurent sur la qualité du scrutin. Pascal Kané, notre envoyé spécial, est en ligne de Cotonou. Témoignage à suivre tout à l'heure. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Le SINAPAGER refuse de partager ses concours avec les instituteurs certifiés. Face aux journalistes, les syndicats interpellent les autorités à réparer, selon lui, cette injustice. Issa Kafando, Evelyne Hortense Yelemou. C'est la nouvelle loi 081-2015 portant statut général de la fonction publique qui guide l'action du SINAPAGER, le syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche. Le syndicat exige l'ouverture des concours professionnels des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des conseillers d'intendance scolaire et unitaire uniquement au personnel d'administration et de gestion. Ils exigent également l'arrêt systématique des reversements ou nominations d'autres agents dans l'emploi des personnels d'administration. En effet, nous condamnons l'ouverture des concours professionnels des PAG aux instituteurs certifiés au regard des champs des mesures transitoires en date du 4 août 2011, prorogées de force par le décret numéro 2012-315, où le ministère en charge de la fonction publique était censé mettre fin à la participation des instituteurs au concours professionnel PAG, à l'instar de ce qui prévalait dans les autres emplois tels que administration générale, gestion des ressources humaines, journalisme. Le SINAPAGER estime que les personnels d'administration sont victimes depuis 2012 de cette injustice et qu'il est grand temps que cela s'arrête. Le SINAPAGER recommande cependant aux nouvelles autorités de repenser les modes de gestion actuels du système éducatif, car selon lui, les atteintes au texte contribuent à effriter l'engagement sacerdotal et déontologique des personnels d'administration et de gestion. Si rien n'est fait, des actions fortes seront prises pour empêcher de rendre vulgaire leur emploi. Face à la presse aussi, le Conseil représentatif des organisations, des associations des commerçants du secteur informel demande un audit des gestions passées de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina avant l'installation des nouveaux élus. Il invite par ailleurs tous les acteurs du monde des affaires à accepter les nouveaux textes de la Chambre de commerce. Issa Kafando, Monkon Dabiri. Suite à la polémique de certains commerçants autour des nouveaux textes de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina, le Conseil représentatif des organisations et des associations des commerçants du secteur formel et informel monte au créneau. Ce Conseil dénonce l'attitude des plaignants et appelle à l'union sacrée des acteurs du monde des affaires pour les élections consulaires à venir. Il faut que nous entendons, même ceux qui ça ne va pas, et puis ceux qui disent ça va, on va réunir ensemble pour travailler au nom du pays. Ce n'est pas au nom de quelqu'un que chacun veut dire ça, il veut dire ça. Si on va prendre ça, les documents ne passent pas. Il faut que tout le monde reste ensemble, unis, parce que c'est les commerçants qui font le pays la vivre. Les commerçants par ailleurs l'ingérence des politiques et de certains groupes dans ce débat. Une affaire interne, ont-ils dit. Il y a des groupes qui n'est pas le commerçant, qui se menaient à parler ça à la radio, à l'internet, à la Facebook. Mais quand nous, nous ne sommes pas contents. C'est la question des commerçants. Si c'est les commerçants là qui parlent avec les commerçants, là d'accord. Mais quand les universitaires, mais les gens les sociétés civiles qui n'ont pas concerné le commerce, tu parles, tu fais le Facebook et puis l'Internet pour le commerce. Nous, on ne sait pas demain ça va aller où. Nous, on voulait que le commerce là, se reste à la commerce. Ces acteurs demandent qu'un audit soit fait de la gestion passée à la Chambre de commerce avant l'installation des nouveaux responsables qui seront élus. Un projet pour renforcer la production du sésame. Il a pour mission de former les producteurs sur 3 domaines: technique de production, marketing et contrôle de qualité. Il dure 5 ans et coûte 2 milliards de francs CFA à la JICA, l'agence japonaise de développement.
Pawande Rogo, Jean Zongo, Omosisi. Le Burkina Faso fait partie des 10 plus grands pays exportateurs de sésame dans le monde, selon le ministère de l'Agriculture. En 2014, les recettes étaient d'environ 65 milliards de francs CFA. Et pour booster la production, un projet de renforcement de la production du sésame au Burkina Faso, PRPSBF, est mis en place. C'est un projet qui va permettre d'améliorer des variétés de semences, d'augmenter la productivité donc des productions, mais également surtout s'intéresser à la question centrale de l'aval de la production, c'est-à-dire la commercialisation. Le projet entend mener ses activités dans les régions des Hauts-Bassins et de la boucle du Mohoun. Il est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Concernant de l'agriculture, sésame est un très important produit pour les Japonais également, parce qu'on importe beaucoup de sésame, 19 000 tonnes l'année 2014 de Burkina. Donc c'est pour nous très importante. Et puis pour améliorer la qualité et la quantité de production. Le projet a une durée de 5 ans et l'objectif global est d'améliorer le rendement du sésame à huile et l'introduction du sésame de bouche dans les pratiques des producteurs. Le savoir-faire des producteurs burkinabés bien apprécié au Niger. Ils sont des milliers à occuper les berges du fleuve Niger pour le jardinage. L'activité les réussit plutôt bien selon le témoignage de nos envoyés spéciaux sur place, Yafama Rojekam Akiteda. Le fleuve Niger, ce cours d'eau historique de 4200 km, divise Niamey, la capitale, en deux. Il lui confère une vue panoramique superbe. Mais derrière cette beauté se cache en réalité un Eldorado pour certains, au nombre desquels des milliers de Burkinabés qui ont occupé rationnellement les rives du fleuve de part et d'autre pour des activités de maraîchage. Seydou Bouba est l'un des maraîchers. Il a travaillé avec ses parents à cet endroit. Aujourd'hui, il est le maître des lieux. Il y a du céleri, et la salade, en plus du persil. En tout cas, ça me permet de vivre. Les enfants aussi vont à l'école, c'est là-dedans. Et bon, voilà, on se débrouille aussi en envoyant aussi au pays, quoi. L'activité est noble selon les occupants qui disent vivre de ça. En tout cas, ils sont plusieurs Burkinabés qui côtoient le fleuve à la recherche de quoi vivre. Non loin de là, un autre Burkinabé de 35 ans, spécialiste de fleurs et d'arbres au pays du général Séni Kountié, grâce au fleuve Niger. On peut trouver des fleurs, des arbres fruitiers, tout ce qu'il y a comme plante, arbres, tout. Parce qu'ici, c'est ici même que nous le faisons, quoi. Nous faisons d'autres boutures ici, d'autres c'est par graines, d'autres c'est par greffage, tout, on peut tout trouver ici. Une activité, quand tu aimes ça, dès au début, quand tu aimes ça, tu seras toujours satisfait. Du moment où tu aimes ça, il n'y a pas de problème. Ça va très bien. Venez acheter quelques pots de fleurs. Cette femme est séduite par le travail que font les Burkinabés au bord du fleuve. Ils font des bons boulots. C'est mes frères burkinabés, mais moi je les considère comme des Nigériens comme moi. Ils font un bon boulot, un boulot extra. Franchement, ils cherchent leur pain comme ça. Donc voilà quoi. Avec le cœur à l'ouvrage, ces Burkinabés qui le fleuve Niger à bon escient suscitent l'admiration des Nigériens car ils contribuent fortement à l'accessibilité des légumes sur le marché local. De la politique à présent, motion de soutien au gouvernement après 2 jours de conclave à Ouagadougou. Les députés membres du groupe parlementaire Bourkin Lim ont pris 2 recommandations au terme de leur journée parlementaire sur la relance de l'économie nationale et les incendies récurrents dans les villes du pays. Salif Belem, Maxime Zango. 2 jours durant, les députés membres du groupe parlementaire Kinli ont axé leurs réflexions sur les défis qui les attendent au cours de cette 7e législature. Objectif, contribuer à répondre aux aspirations profondes du peuple burkinabé en ses volets judiciaires, sécuritaires, économiques et bien d'autres. Pour les y accompagner, 3 panélistes, Luc Ibriga, Abdoul Karim Saïdou et Ismaël Diallo. Ces journées parlementaires ont été enrichies par la contribution d'éminentes personnalités qui nous ont permis de nous outiller pour relever les différents défis
durant cette 7e législature. Les députés du groupe parlementaire Burkinalim qui entendent rompre avec le passé s'engagent à être constamment sur le terrain et surtout à jouer à fond leur partition. Nous avons exhorté les députés du groupe à faire beaucoup de propositions de loi. Nous n'allons plus être des députés qui attendent le projet de loi du gouvernement pour applaudir. Non. Nous allons repartir à la base, essayer de comprendre quels sont leurs problèmes et codifier tout cela. Au terme des travaux, ils ont adopté une motion de soutien au gouvernement et de recommandations, l'une sur les incendies récurrents et l'autre sur la relance de l'économie nationale. Après 2 jours passés à Kombisiri, le groupe parlementaire s'est dénoncé sur son comportement à l'Assemblée nationale. L'ancien parti au pouvoir a abordé son rôle dans l'opposition parlementaire. C'est de la Régienne, Adama Koulibaly. 3 communications ont marqué un jour parlementaire du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Il s'agit de la contribution et des missions des groupes parlementaires dans la 7e législature, du rôle du groupe parlementaire CDP dans cette législature et enfin du travail parlementaire. Évoquer l'alternance politique, la responsabilité du législateur face à la violence politique, la coordination avec les autres groupes de l'opposition ou encore l'organisation parlementaire au sein du groupe. C'est faire en sorte que nous puissions de manière critique l'action du gouvernement et faire en sorte aussi que nous puissions de manière dynamique proposer des voies alternatives au niveau donc des questions qui se posent dans notre pays. Et ce rôle régalien, nous apprêtons à le jouer, nous le jouons déjà. Ces premières journées semblent avoir balisé le terrain pour le CDP dans son nouveau rôle de parti politique d'opposition. Avant, nous étions dans la majorité. Bon, maintenant, nous sommes dans l'opposition. Et il faut apprendre à être dans l'opposition. Et tous les députés ont eu vraiment de larges informations sur le rôle qu'ils doivent jouer. L'opposition mettra l'accent sur le contrôle du gouvernement. Et cela se fait à travers les éléments traditionnels que les députés utilisent, que ce soit les questions orales, les questions écrites et les interpellations des membres du gouvernement. Le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a aussi évoqué l'élection municipale du 22 mai prochain à travers l'implication des députés pour de meilleurs résultats. Des élections qui vont certainement mobiliser les forces de police. Les forces de police apprennent sur la police citoyenne. Le concept se promeut à Bobo-Dioulasso par une rencontre de partage. En 3 jours, les policiers sont appelés à comprendre cette notion et l'inscrire dans leur pratique. Martin Zerbo, Moussa Sano. Ces hommes et femmes des commissaires de police, pour la plupart, sont ici à la recherche de connaissances pour les défis de la promotion de la police citoyenne. À travers cet atelier de formation des formateurs, il est attendu des participants un nouveau comportement. Comportement à inculquer aussi aux autres policiers. Cette citoyenneté, c'est la police au service du citoyen. Qu'il soit citoyen normal ou justiciable ou redevable envers la loi. Le policier doit toujours avoir une attitude citoyenne avec cette personne. Cette formation sur la police citoyenne comporte une dizaine de modules, parmi lesquels les prestations du policier en relation avec les exigences de l'état de droit et les renseignements généraux. Nous avons aussi, entre autres modules, la gestion du stress, parce que vous savez que le métier de policier est un métier extrêmement stressant. Et nous avons aussi comme module le policier sur la voie publique et bien d'autres modules. Cette formation des policiers sur la police citoyenne est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure et de la fondation Hans Seidel. Les responsables GT4 5 font le point de réalisation dans la région du Sahel. Au bilan, ce projet a permis de renforcer la résilience de 212 personnes dans 6 villages de la province de Loudalan, notamment. Lancé en 2014, il est arrivé à terme en décembre dernier. Joseph Bambara. Des forages réhabilités, des centaines d'hectares de terre récupérés, des moutons et bœufs offerts. Ce sont entre autres bienfaits dont ont bénéficié 212 personnes de la province de Loudalan de la part des projets TICAD 5. Ces projets, lancés en 2014, sont arrivés à terme en décembre dernier. C'est pour constater ces réalisations
que les responsables de TICAD 5 ont sillonné 4 communes de la province de Ludalan, comme ici au village de Gandafabou, Kelewele dans la commune de Deou, où le projet a financé ce parc de vaccination. Ce sont des populations enthousiastes qui se disent soulagées. Parce qu'on connaît des familles, parce que quand le projet est arrivé, il y avait vraiment des familles vulnérables. Quand ils ont bénéficié du projet, des moutons, il y a des familles qui ont reçu des vaches, mais aujourd'hui en tout cas ça va. Autre lieu, autre réalisation, c'est notamment le cas de ce forage réhabilité qui fait le bonheur des habitants de Mansifigi dans la commune de Tinakov. Les pompes là, ça grâce à Dieu, avec les pompes aujourd'hui, on a bonne santé. Parce que l'année surpassée, on est des problèmes de l'eau, la mare Tarmakari. On n'a plus la mare, on n'a plus l'eau, si ça passe cette pompe là. Toutes les populations de Mansifigi, c'est l'eau là vivaient. Au thème de ce périple de 3 jours, dans les 6 villages bénéficiaires de la province de Ludalan, ce sont des responsables satisfaits des différentes réalisations. Nous avons estimé à un taux de 85% de taux d'exécution. Donc, sur ce plan, je peux dire que le projet a été un succès. Les projets TICAD 5 qui se sont achevés ont permis d'investir plus de 900 millions de francs CFA dans la province de Ludalan, dans le Sahel burkinabé, afin de renforcer la résilience des populations bénéficiaires. Sadori, pour évoquer cette plage en plein Sahel, il s'agit des berges du barrage de Yakuta, répertoriés comme un site touristique hydrique en 2012. Aux abords, vous avez 2 promoteurs privés du tourisme qui ont dressé des paillotes pour accueillir des visiteurs. Urbain Benito Somé, Abdel Aziz Yagibou. Les sensations que procure le courant d'air frais qui souffle aux abords du barrage de Yakuta, surtout en ces temps de chaleur, Oumarou Cissé dit les ressentir au quotidien. Son aventure sur l'âge de cette retenue d'eau en plein Sahel remonte à décembre 2013. À la faveur de la commémoration à Dode du 53e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale, l'homme a fait appel à son génie d'artiste musicien et de guide de tourisme. Des réalisations à la hauteur de ses moyens offrent aux visiteurs du site hydrique de Yakuta un espace de détente et de restauration. Quand je suis venu, j'ai trouvé le lieu. C'est un beau lieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au bord d'une plage. C'est ce qui n'existe pas chez nous dans le Sahel. Et j'ai décidé de faire tout possible pour pouvoir implanter un campement. Le barrage de Yakuta a été répertorié par le ministère en charge du tourisme comme site touristique hydrique en 2012. Mais déjà, au lendemain de sa création en 2006, le barrage de Yakuta, de par la beauté de ses berges, attirait des visiteurs aussi bien nationaux qu'expatriés. Certains, ils viennent, ils ont besoin seulement de tremper leurs pieds dans l'eau. Et ils sont assis, ils consomment leurs boissons, ils mangent leurs poulets, leurs fruits et autres. Et ils sont dans l'eau. Il est situé à 12 km de la ville de Dori. Voilà, lui, en tout cas, donne cet intérêt particulier, voilà, pour d'abord ceux du Sahel et ensuite aussi pour les touristes venant d'autres horizons. Ce site-là, je me dis que s'il est aménagé, s'il est bien aménagé, il peut attirer davantage de touristes et il peut également aussi permettre de mieux profiter des retombées du tourisme. 2 promoteurs du privé, dont Oumarou Cissé, proposent actuellement des services de récréation sur le site. Par ailleurs, malgré la situation sécuritaire plus ou moins fragile dans cette partie du Burkina, l'artiste visiblement engagé pour la promotion du tourisme au Sahel a sa vision d'une meilleure valorisation du site hydrique de Yakuta. L'an passé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de créer un festival sur les abords de plage. Mais le festival avait rassemblé au moins 600 personnes. Comme projet, Oumarou Cissé dit Alberi Cissé envisage créer un spectacle pour lequel il érigera un podium au milieu des eaux du barrage pour servir d'espace d'expression culturelle à plusieurs artistes musiciens. Initialement destiné à l'abreuvage des animaux et à l'alimentation des populations de riz en eau potable, le barrage de Yakuta a développé au fil du temps d'autres activités telles la pêche et le tourisme. Il a été réalisé à hauteur d'1,785 milliard de francs CFA par la République de Chine, Taïwan et a une capacité de rétention de 26,5 millions de mètres cubes. Les étudiants de l'Université polytechnique de Dédougou rencontrent des problèmes et tiennent à le faire savoir. Ce sont des problèmes socio-académiques qui peinent à trouver des solutions suite aux lenteurs des décideurs.
Julien Bayala, Karim Ouedraogo, Yalagdopol, Sawadogo. Ce sont entre autres des problèmes d'ordre académique et social qui ont été évoqués lors de cette conférence de presse animée par l'ANEP, l'Association nationale des étudiants du Burkina, section de Dédougou. Ces étudiants vivent une situation non reluisante, selon leurs dires, dans cette université polytechnique. Il y a l'ouverture d'une bibliothèque, une salle informatique équipée. Il y a aussi un laboratoire bien équipé pour les travaux pratiques des étudiants. Ajouté à cela, il faut un moyen de transport pour que les étudiants puissent faire leur sortie d'études. Et il y a aussi d'autres problèmes, à savoir aménager les salles pour que les étudiants puissent prendre leurs cours dans de bonnes conditions. Sur le plan social, c'est d'abord la réouverture, comme on le dit, immédiate et sans condition de notre restaurant universitaire. À cela, il faut ajouter aussi le manque d'enseignants. Les étudiants de Dédougou souhaitent que le gouvernement trouve des solutions à leurs préoccupations. Maintenant, nous ne pouvons plus patienter. On a assez patienté. Pendant 5 années d'existence, le centre de Dédougou a toujours été confronté à ces problèmes. Et les étudiants sont actuellement prêts à se donner. Ils sont déterminés à ce que ces problèmes soient résolu dans un bref délai. Orienté vers le secteur agricole, ce pôle universitaire nécessite la mise en place de bonnes conditions de travail pour une meilleure formation. Les étudiants de l'Institut burkinabé des arts et des métiers dénoncent la qualité et la quantité des repas servis au restaurant universitaire. Depuis le 15 février 2016, ils ont tout simplement décidé de boycotter les repas servis. Yacouba Gamene, Oumoussissé. Les étudiants de l'Institut burkinabé des arts et IBAM ne mangent plus au restaurant universitaire depuis le 15 février 2016. La principale information de cette conférence de presse des étudiants du dit institut. Face aux journalistes, les conditions précaires de restauration ont été les points développés par les délégués des étudiants. Comme nous l'avons dit dans notre déclaration, on transportait la nourriture avec un tricycle non vert. Alors, et à l'arrivée, les assiettes glissent, on voit la poussière qui rentre au niveau de la nourriture. Donc, après cela, il y a l'hygiène. Les plats qu'on lave là, on ne prend pas le soin de bien laver ça. Après avoir lavé le plat, si vous prenez votre doigt, vous glissez, vous voyez l'huile qui est toujours sur le plat. Les gobelets, c'est pareil. Puisqu'on utilise les gobelets après l'usage, on les met dans une seule bassine. Voilà, c'est pour cela nous avons dit que c'est inacceptable. La qualité du repas, des objets comme des pièces d'argent qu'on trouve au niveau du repas, c'est inacceptable. Il y a des poissons avariés, des poissons pourris, il faut le dire clairement, qu'on nous mangeons ici. Pour cela, ils demandent le départ pur et simple du prestataire et réclament la construction d'un restaurant universitaire digne de ce nom pour l'IBAM. Du reste, ils sont ouverts au dialogue et si rien n'est fait dans les meilleurs délais, les étudiants de l'IBAM entendent intensifier la lutte. Un tour au Festival de Dédougou. Au rendez-vous des masques de l'année, les spectacles se succèdent chaque jour avec la même intensité. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les masques en fibre. Yves Rwamba, Nayalgdopol, Sawadogo. Constitués pour la plupart par des écorces de plantes telles que l'oseille, les masques en fibre se distinguent d'un village à un autre avec des relations différentes. Et nous avons eu 9 têtes de masques tout de suite. Donc, parmi ces masques, nous avons le buffle. Après le buffle, on a l'antilope. Ensuite, nous avons le lapin, nous avons la pintade, nous avons le coq. Les masques en fibre sortent généralement entre les mois d'avril et mai, soit pour des réjouissances, soit pour des funérailles. Leur invocation peut aider à résoudre un certain nombre de difficultés. C'est une structure qui nous aide dans le village. Et ça apporte le bonheur, la santé. Bon, on peut marier des femmes avec ça. Marier des femmes avec ça. Bon, en tout cas, si tu as un problème que tu appelles au masque seulement, ton problème est résolu. Les masques zangbeto, souvent, c'est les gardiens de la cité. Donc c'est la nuit, en principe, qu'ils sortent. Ils veillent sur la cité. Mais le jour, il y a des séances de réjouissance des fois. Et ces séances, en même temps, permettent à tout le village, à tous les adeptes de se réjouir. Et là, à ces occasions, on fait des démonstrations de force.
Aussi diversifiés soient-ils, les masques en fibre sont sacrés et ont tous des interdits. La contribution de Awaya Myogo à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. L'artiste peintre raconte ses histoires sur des tableaux exposés à Somgandé. Son but, soutenir le peuple burkinabé qui vient de traverser une période douloureuse. C'est de la Réhienne, Amandine Lalsa. L'artiste plasticienne Awaya Myogo expose une dizaine de toiles. Elle raconte l'histoire et la culture africaine. À travers son style, alliant dextérité et abstraction, elle exprime sa compassion et son soutien au peuple burkinabé suite aux événements douloureux vécus entre 2014 et début 2016. L'étoile interpelle sur la nécessité de consolider la paix et la cohésion sociale, comme illustré par ce tableau réalisé pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. J'ai présenté essentiellement 14 tableaux. Cette exposition est placée sous le thème de la paix. Moi, j'ai appelé ça l'art de la paix. Parce que l'art, c'est une passerelle d'intégration des peuples. Là où les politiques échouent, là où tout le monde échoue, entre artistes, nous, on casse les barrières. Voilà. Donc, c'est une exposition essentiellement basée sur le thème de la paix et la cohésion sociale. L'exposition, qui a débuté le 4 mars 2016, va s'étaler jusqu'au 13 de ce mois au Centre culturel Wanma à Somgandé. Dans la perspective de cette exposition, Awaya Myogo, qui pratique ce métier depuis les années 90, envisage de redonner le sourire aux pensionnaires du centre d'éloignement de Tanguin et aux enfants hospitalisés de la pédiatrie Charles de Gaulle. Du sport et football, nul entre les étalons dames et les aigles de Carthage ce soir à Ouagadougou. Ce match entre dans le cadre du premier tour aller des éliminatoires de la CAN féminine, Cameroun 2016. Alidou Badini, Christelle Dabri-Paris. Pour ce match aller du premier tour des éliminatoires de la 10e CAN féminine Cameroun 2016, les étalons seniors dames n'ont pas été convaincantes. Devant un public acquis et des officiels conquis, les dames ont peiné sans trouver le chemin des filets. Séduisant dans le jeu, les Burkinabés ont pêché par manque d'adresse face à des Tunisiennes combatives certes, mais tout aussi irréalistes. Aucune des deux formations n'a su tirer profit des nombreuses occasions qu'elles s'est. C'est donc sans surprise que Burkinabés et Tunisiennes se séparent 0 but partout. On ne peut pas dire ou faire évoluer le football en Afrique dans la température de 40 degrés à 15h30. On ne peut pas. On a raté, c'est notre mal. C'est notre mal. On est en train de chercher des solutions pour ça. C'est que ça va venir avec le temps. Pour espérer passer ce premier tour, les étalons seniors dames devraient montrer un autre visage le samedi 19 mars prochain à Tunis. Le vainqueur de cette double confrontation défiera le Ghana au second et dernier tour. À l'étranger, malgré le report de la présidentielle béninoise le 28 février dernier pour permettre l'impression et la distribution de nouvelles cartes de lecteurs, le problème reste toujours d'actualité. Le président de la Commission électorale nationale autonome a dit sa déception hier au cours d'une conférence de presse. Il rassure cependant être prêt pour l'organisation pratique. Explication de nos envoyés spéciaux à Cotonou, Adama Guiti, Pascal Kané. À la veille de la tenue du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, la Commission électorale nationale autonome avoue son impuissance de faire voter tous les Béninois avec la nouvelle carte d'électeur. Sur les 12 départements qui comptent le pays, 2 n'ont pas pu être approvisionnés en carte d'électeur. En l'occurrence, les départements du Zou et des Plateaux, où les nouvelles cartes ne seront pas disponibles pour le scrutin du dimanche. Sans vouloir jeter la pierre sur qui que ce soit, je voudrais quand même souligner ce que vous savez déjà, à savoir que ce n'est pas du fait de la Sénat que ces nouvelles cartes ne sont pas disponibles. La faute au Centre national de traitement, la structure en charge du fichier électoral, de l'impression et de la distribution des cartes d'électeurs qui n'a pas été à la hauteur.
Cela ne va pas pour autant empêcher la tenue des votes puisque constatant le blocage, le Conseil constitutionnel a autorisé l'utilisation des anciennes cartes d'électeurs. La Sénat précise que pour des raisons de transparence, les anciennes cartes seront utilisées seulement dans les départements du Zou et des Plateaux. Les nouveaux majeurs, eux, ne pourront pas voter. Je sais que ça pourrait susciter des inquiétudes, mais si nous voulons avoir un scrutin véritablement transparent, un scrutin sans confusion, il faut bien faire une démarcation, opérer des choix, fussent-ils difficiles. Les critiques figent de partout sur le côté de l'opposition. Néanmoins, le vote se tiendra bel et bien demain et la Sénat, la commission électorale autonome, dit être prête pour l'ouverture des bureaux de vote à 7h heure locale. Pascal Kane, que nous retrouvons en ligne de Cotonou. Pascal, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo. Alors, vous l'avez dit, le vote aura bel et bien lieu demain. Dites-nous déjà ce soir comment les choses se passent là-bas. Oui Simon, le calme est enfin revenu dans les rues de la capitale économique Cotonou, habitué ces derniers temps au vacarme des cortèges des supporters des candidats. La campagne a donc officiellement pris fin hier, et d'ailleurs ce matin, les affiches et autres pancartes qui vantaient les mérites des candidats ont été rapidement retirées. Les yeux sont désormais tournés vers la commission électorale nationale autonome qui est en charge de l'organisation pratique de l'élection de demain. Mis à part ce problème déjà connu des cartes d'électeurs, la Sénat s'est dit prête pour l'organisation de l'élection de demain. Le déploiement du matériel électoral entamé il y a de cela 3 jours s'est achevé hier par le département du littoral, c'est dans la zone de Cotonou. La formation du personnel est faite et donc tout est bien prêt pour demain. Et les bureaux de vote s'ouvrent à quelle heure demain? C'est bien à 7h heure locale, c'est-à-dire 6h temps universel. Merci. On vous retrouvera donc demain dans toutes nos éditions de demain pour vivre avec vous ces opérations de vote de la présidentielle béninoise.